Donc, merci d'assister à cette présentation. Donc, j'espère de faire une petite synthèse des nouveautés des dernières versions, en remontant jusqu'à la version 2015, donc trois ans en arrière, en constatant que donc beaucoup de nos clients on n'utilise pas les toutes dernières versions, n'ont pas forcément connaissance de ce qui pourrait les intéresser. Donc là, on a trouvé intéressant de faire une petite synthèse qui va donner l'occasion de voir des nouvelles fonctionnalités, mais aussi ce sera l'occasion de revisiter des fonctionnalités existantes qui sont modifiées, et même ces fonctionnalités existantes ne sont pas forcément toujours connues. Donc, dans cette présentation, comme je disais, le périmètre sera principalement les fonctions, les versions Rectify depuis la version 2015, avec une petite incursion, un petit rappel sur aussi une fonctionnalité de version 2013. Donc principalement, ce sera les versions visées. Donc pour donner un résumé de toutes les nouvelles fonctionnalités ainsi que de nouvelles intégrations, et puis aussi de recueillir vos questions, commentaires sur ces nouvelles fonctionnalités, celles qui pourraient vous servir, vous intéresser, peut-être aussi celles qui vous manquent encore. Donc j'ai regroupé sous forme ces différents thèmes les nouveautés Rectify, à commencer par ce qui concerne l'installation et la gestion des licences. Deuxième partie, une partie administrateur sur la gestion des types d'analyse. Une troisième partie, toujours partie administrateur, mais cette fois-ci sur la définition de modèles de rapport personnalisés. Donc on verra ensuite de nouvelles fonctions au niveau de l'interface de Rectify, aussi miscellaneuse, donc des fonctions diverses aussi que j'ai pas forcément pu classer dans un des autres thèmes. Et puis on finira par les nouveautés sur les intégrations. Donc les intégrations diverses séparées dans un premier temps, puis pour finir un petit focus sur les intégrations avec le PLM de Dassault Systèmes, la 3D Experience, que certains connaissent peut-être sous le nom de Enovia ou plus anciennement Matrix One. Commençons par la partie installation. Donc une nouveauté importante, là, qui est plus une contrainte si vous faites l'upgrade au-delà de la version 2017. Très souvent, il sera nécessaire de faire un upgrade en même temps du serveur FlexNet qui devra être en une version 11.13.1 minimum, sans quoi, même avec un fichier de licence tout à fait correct, vous aurez une erreur qui n'est pas forcément très explicite, mais donc là, vous ne pourrez pas démarrer votre client Rectify. Donc, bien noter que ça c'est important, si vous installez une version client Rectify au-delà de 2017, il faut faire un upgrade du serveur FlexNet. Pour ceux qui utilisent le serveur de licence Dassault, pour ceux qui auraient des outils comme Katia, Dimola, ou autres, des outils qui peuvent travailler avec le serveur de licence Dassault Systèmes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas possibilité d'avoir des licences nommées, donc à partir de la version 2017, on peut gérer des licences Rectify nommées. Autre chose peut-être plus intéressante pour tout le monde, c'est la possibilité de gérer les emprunts de licence directement depuis l'interface Rectify. Donc la fonction d'emprunt, de borrow, c'est une fonction générique des serveurs de licence, mais donc jusque-là, il fallait aller faire des opérations du côté du serveur de licence pour pouvoir les emprunter et pouvoir donc temporairement travailler en mode déconnecté de ce serveur de licence. Il va être donc maintenant possible de le faire depuis l'interface Rectify. Donc là, je vais passer en mode démonstration, là, sur un petit exemple que ceux qui ont suivi des formations
Rectify chez nous doivent connaître, qui est le projet calculatrice. Donc juste pour montrer que dans le menu d'aide, donc maintenant on a un menu à propos de la licence qui permet donc déjà d'avoir des informations sur les licences disponibles et aussi d'accéder à cet onglet d'emprunt qui permet donc déjà de visualiser les licences dont vous disposez, minimum la licence Rectify standard, éventuellement des options complémentaires, et de définir par rapport à ces licences des dates d'emprunt. Donc vous pouvez emprunter la licence pour une période allant jusqu'à 1 mois maximum depuis cette interface. Donc le temps que vous l'empruntez, la licence est effectivement retirée du serveur, donc le jeton est pris jusqu'à ce que vous la restituiez. Donc à minima, même si vous ne la restituez pas au bout d'un mois, elle sera plus active sur votre poste et elle sera à nouveau disponible sur le serveur, mais vous pouvez éventuellement la restituer avant si vous n'en avez plus besoin. Donc voilà pour la gestion des licences. Toujours sur la partie installation, donc il y a une modification aussi dans l'installation des exemples, donc qui peuvent être utiles surtout pour un démarrage ou pour avoir donc des exemples quand vous mettez en œuvre une nouvelle fonctionnalité de Rectify. Donc jusqu'à la version 2017, ils étaient installés dans les documents de celui qui installait le Rectify. Et dans le cas où cette installation est faite par un administrateur, ça veut dire que l'utilisateur, derrière, il n'avait pas accès à ces exemples. Ce qui pouvait être pénalisant. Donc, pour remédier à ça, donc, depuis la version 2017 FD01, les exemples sont installés dans un répertoire accessible par tout le monde sur la machine. Donc, par défaut, ce sera sur des versions Windows récentes. Le dossier, c'est User Public Document Rectify. Si la version de Rectify, c'est l'exemple de la 2018 et exemple en dessous. J'aurai l'occasion de revenir sur le contenu de ces exemples à l'occasion d'une autre nouvelle fonction que je montrerai un peu plus tard. Donc voilà pour l'installation, donc quelques nouveautés. Maintenant, une fois qu'on l'a installé, des petites modifications au niveau de l'utilisation, à commencer par la définition des types d'analyse. Donc vous avez depuis la version 2015 FD01, la possibilité de faire des recherches dans les textes que vous devez analyser, les textes qui viennent des fichiers intermédiaires générés par Rectify. Donc imaginons que vous voulez mettre au point un type d'analyse, vous êtes dans l'interface d'édition des types, vous voulez mettre au point l'exigence, l'expression de capture des exigences, vous allez aller dans le testeur, et puis comme on verra tout à l'heure, donc importer un fichier existant. Et si vous voulez, si vous avez, bon là c'est le cas d'un fichier qui est plutôt petit, mais dans la vraie vie, les fichiers peuvent être importants. Et si vous avez envie de savoir ce qui se passe autour de l'exigence, un certain nom, 018, vous avez maintenant possibilité de rechercher dans ce texte, avec ce petit champ, pour vous déplacer dans le fichier à l'endroit où il y a le texte qui vous intéresse, et donc composer l'expression régulière qui est adapté à ce cas. Donc c'est la nouveauté de la 2015 FD01. Vous avez aussi, comme je viens de le faire, donc depuis la version 2016 FD01, une manière plus rapide de charger cette zone de saisie. Auparavant, il fallait faire en 2 temps. Importer un fichier, sélectionner un type d'analyse, et puis derrière aller chercher le fichier
correspondant. Ce qui est un peu dommage dans le sens où si vous êtes dans un projet Rectify et que vous avez déjà déclaré des documents, vous avez déjà des documents qui utilisent un certain type et qui ont un certain chemin. Donc, l'idée, c'est de faire un 2 en 1 puisqu'on a cette information directement depuis l'interface de définition d'expression régulière. On peut utiliser ça, donc directement importer un document Rectify, ce qui permet de sélectionner en une seule fois un type et un fichier. Ça permet aussi, au passage, de tenir compte, dans le fichier qui est généré, des éventuelles options que vous auriez définies au niveau du document, comme le fait que vous intégriez ou pas les textes riches ou les styles caractères, les gras, italiques, soulignés, les couleurs, que vous ayez besoin d'autres informations telles les signets, donc ce qui était avant pas possible directement. Il fallait déjà générer le fichier intermédiaire et puis après venir ici et charger le fichier intermédiaire. Donc là, c'est beaucoup plus simple maintenant avec cette option importer un document qui est très pratique. On peut aussi, donc depuis la même version 2016 FD01, quand on a obtenu des résultats dans cette ici au niveau du testeur d'expression régulière, exporter les informations qui ont été générées en bas dans un fichier CSV pour analyse. Petite nouveauté donc depuis la version 2016 FD01. Toujours au niveau des types, alors là pour une version plus ancienne que la 2015, mais un petit rappel, parce que c'est une fonction qui est pas encore utilisée autant qu'elle le pourrait. Il est possible de définir des attributs qui soient non pas des captures faites dans les informations qui sont dans les documents, mais des attributs calculés, comme ceux qui connaissent un outil comme DORS par exemple, c'est des choses qu'on peut faire depuis longtemps avec DORS, en définissant donc via l'onglet attributs une expression qu'utilise donc le langage OT-script de Rectify, donc qui va permettre de faire des calculs. C'est notamment intéressant pour calculer une valeur consolidée sur une exigence par exemple qui dépend d'informations qui sont sur des éléments reliés, donc par exemple des tests et des exécutions de tests. Si j'ai envie de savoir par rapport à une exigence donnée, est-ce qu'elle est couverte par un test KO, de base, il va falloir que je navigue, que j'aille voir sur l'ensemble des protocoles de test qui la couvrent et de là toutes les exécutions pour voir s'il y a des KO. Donc, ce que permet par exemple cette fonction d'attribut calculé, c'est de définir sur l'exigence un attribut qui est calculé par rapport au résultat d'exécution des tests qui sont reliés à cette exigence. Donc, exemple, avec ce petit projet. Donc, quand on choisit le modèle de données avec donc ici des exigences que je décline en différents niveaux qui vont être couvertes par des plans de test qui seront même exécutés. Donc, si on regarde sur une exigence en particulier, on va voir qu'elle est couverte plutôt en mode impact. Donc, je vais voir qu'elle est couverte par un test d'un plan de vérification qui a été exécuté 2 fois dans différentes campagnes de test. Et donc, je vais pouvoir ici calculer un résultat, donc le verif result ou le verif result, qui, si je regarde comment ils sont définis, bon, je n'ai pas défini d'expression régulière, mais par contre, dans la partie attributs, j'ai appelé une méthode OT-script qui est définie dans un fichier que j'ai joint
au niveau du projet, à la racine du projet. Qui a pour qui implémente un petit algorithme où donc il collecte les résultats de tous les éléments qui me couvrent et qui, selon qu'elle trouve un KO ou pas de KO, va retourner un résultat soit fail, soit pass, soit s'il n'y a aucun résultat, no run. Donc, on fait le calcul qu'on veut. Et au final, donc on a, je reviens à Rectify. Sur cet exemple, donc je vais prendre un exemple où j'ai encore plus de résultats. Donc, par exemple, l'exemple de cette exigence. Donc elle est couverte par deux tests qui ont été exécutés un certain nombre de fois. Donc celui-ci a été exécuté avec un statut KO. Celui-ci aussi un statut KO. Donc au total, mon algorithme fait que je considère qu'elle est failed. Donc ça, c'est au niveau de mon plan de validation. Et de même, j'ai remonté l'information ici. Donc d'un côté, on a vu de ce côté-là les KO, de ce côté-là les OK. Et au final, je considère que c'est failed. C'est un exemple, comme vous avez pu le voir dans la fonction, on implémente l'algorithme qu'on le souhaite, mais ça permet donc d'avoir des informations consolidées, automatiquement calculées à chaque fois qu'on réanalyse. Donc à chaque fois que potentiellement des nouveaux résultats vont arriver, les attributs calculés seront recalculés. Donc une feature qui existe depuis assez longtemps, mais qui est encore pas très utilisée. Un petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour les principales nouveautés au niveau de l'analyse. Alors à noter aussi, là, même en avance de phase, puisque ce sera disponible que sur la version 2018 FD01 qui va sortir en décembre. Vous avez peut-être apprécié depuis longtemps la fonction qui vous permet, je vais revenir plutôt sur mon autre projet calculatrice, ce sera plus simple, qui permet donc au niveau d'un type d'analyse de type texte, donc ce qu'on emploie souvent pour les fichiers Word, de pouvoir vous déplacer dans les résultats en cliquant sur les petits boutons en bas dans la partie résultats. Et si vous utilisez des types XML, donc par exemple pour analyser des fichiers Excel, vous allez peut-être regretter que la même fonctionnalité ne soit pas proposée. Donc à partir de la version 2018 FD01, le testeur d'expression XML aura aussi la fonction très pratique de déplacement dans le fichier de résultats en fonction des résultats dans la partie du bas. Donc voilà pour la partie analyse. Au niveau des rapports, donc aussi quelques nouveautés importantes, dont certaines répondent à des questions qui ont été posées plusieurs fois. Il est donc possible maintenant de définir un nom de rapport qui soit dynamique. Donc par exemple, pour un rapport que vous produisez régulièrement et vous ne voulez pas à chaque fois que vous le générez vous embêter à taper un nom, vous avez bien envie de donner un nom une fois pour toutes, sauf que vous aimeriez que ce qui change à chaque fois, donc par exemple en ajoutant un horodatage. Donc jusqu'à la version, donc à partir de la version 2018, c'est possible. Jusque-là, on pouvait donner que des noms en dur. Et donc, par exemple, je pouvais indiquer que mon document était généré
sous-dossier un rapport avec un certain nom. Donc ce qu'on peut faire maintenant depuis la version 2018, c'est de variabiliser en utilisant la notion de field. Alors cette notion de field ou de champ en français, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui permet, donc, par exemple au niveau des rapports, de définir des... Donc ça se fait au niveau du rapport, donc je clique sur le fond du rapport, je vais pouvoir ici définir des champs. Voilà, je vais définir un champ, je donne son nom, et puis en dessous je vais mettre un code AutoScript. Donc là vous avez dans le support qui vous sera adressé là, à cette présentation, et puis ici donc à l'écran, la définition d'un attribut date. Donc cet attribut date, on pouvait déjà dans la version ancienne l'utiliser pour substituer dans le template des zones. Alors, je ne suis pas dans le bon. Donc si j'ai défini ici un template Excel où j'ai mis juste rajouter une petite chaîne avec ici un $date. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser dans les en-têtes, pieds de page, page de garde, pour en plus de texte fixe, avoir des choses qu'on puisse variabiliser pour, par exemple, mettre la date, le nom de l'auteur, différentes informations, donc générées dynamiquement depuis Rectify. Et donc cette même fonction de fil, de champ, on va pouvoir maintenant l'utiliser pour définir le nom de sortie du rapport. Ce qui fait que maintenant, donc, si je génère ce fameux rapport, donc sans rien modifier, c'est bon, donc je vais générer mon rapport. Donc, il me propose les paramètres pertinents pour ce rapport. Et donc, d'une part, comme c'était déjà possible avant, donc il a substitué le $date avec la date du jour. Et il a en plus donc généré un nom là, donc avec la date matrice, comme je l'avais demandé dans le nom du rapport. Donc si j'ai généré mon rapport hier, je n'avais pas écrasé le rapport que j'ai généré hier. Donc je reste sur ce rapport parce qu'on aura l'occasion d'y revenir avec ces petits hyperliens. Qui peuvent aussi être intéressants. Donc, alors, juste pour... donc, je crois que je le cite plus tard dans la présentation. Je reviens là pour les formats ici, les Y, ND, donc c'est pas... c'est indiqué dans une documentation Rectify que je vais vous indiquer un peu plus loin pour que vous n'ayez pas à jouer aux devinettes. Donc, pour continuer sur les hyperliens, donc il est possible depuis la version 2017, ça avait commencé à exister un peu avant, mais il y a eu une régression en 2016 qui faisait que ça ne marchait plus. Donc on peut utiliser une fonction, alors derrière c'est une fonction AutoScript, mais on peut dans les rapports presque faire de l'AutoScript sans le savoir en utilisant cette fonction pour générer des hyperliens qui vont permettre de naviguer depuis le rapport, soit vers Rectify, soit à la fois vers Rectify et le fichier source. Donc c'est notamment ce que j'ai fait dans le rapport que je viens de générer. Si on revient dessus un peu en détail, dans la boîte de configuration de rapport, j'ai défini, quand j'ai défini ce que je générais dans mes lignes de tableau, pour la partie identifiant, dans la cellule, j'ai intercalé un élément URL qui appelle cette fameuse méthode getURL avec ici le paramètre edit. Donc on peut choisir soit edit, soit display. Donc si on fait display, ça va juste naviguer vers Rectify. Avec le edit ici, ça va naviguer vers Rectify et aussi ouvrir le document source. Donc si je reviens sur ce rapport que j'ai généré tout à l'heure, donc si par exemple je clique sur ce lien,
on a vu, donc, alors il a ouvert les deux en même temps, donc là, il a navigué dans Rectify sur l'objet que j'avais sélectionné, donc ça me permet de voir dans Rectify son contexte, et en même temps, par derrière, il a aussi ouvert le fichier, en l'occurrence fichier architecture calculatrice, et là aussi, il s'est placé sur l'élément archi 001. Voilà, donc c'est une petite fonction qui peut être pratique pour gagner du temps, parce que quand on a généré un rapport, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est évidemment pas dans le rapport qu'il faut le modifier, mais souvent dans le fichier source. Donc on a comme ça un moyen rapide de naviguer vers les fichiers sources. Voilà ce que ça produit. Donc j'ai fait la même chose à la fois pour les identifiants amont, identifiants aval. Autre nouveauté, alors qui n'est pas encore complètement aboutie, un petit bug, elle sera réellement complète en 2018 FD01. On a possibilité maintenant de définir des textes comme éditables, ce qui va avoir pour effet à la génération de nous proposer une petite IHM, donc HTML, pour positionner ces valeurs. Donc techniquement, c'est très simple. Donc, quand je suis dans la définition d'un rapport, donc je pense que je l'ai fait là ici, donc j'ai rajouté une zone commentaire, une colonne commentaire, dans laquelle j'ai mis un texte. J'aurais pu mettre un texte par défaut, là il est vide, mais j'ai surtout indiqué qu'il était éditable. Ce que ça va changer, c'est que quand je vais générer ce rapport, je vais avoir il va me demander les paramètres. Donc j'ai cette interface intermédiaire qui apparaît avec ici la possibilité de renseigner du texte qui va être donc à terme généré dans le rapport. Donc une fois que j'ai rempli les champs tels que je le souhaitais, les champs commentaires, il reste à valider et mon document est généré. Alors, pour l'instant, pas très bien parce que comme vous le voyez, il est vide, mais à terme, donc en 2018 FD01, donc le document sera généré en tenant compte des textes que j'ai modifiés dynamiquement à la génération. Comme ça arrive de temps en temps, une première version qui est juste pour donner envie, et la fois suivante, on a la fonction complète. Parmi donc les nouvelles fonctions au niveau utilisateur, donc on a maintenant possibilité de définir des notifications. Donc c'est la version 2017. Donc dans les options, alors si vous avez la licence RCP, donc c'est la même licence qui va servir à la fois pour pouvoir gérer des droits utilisateurs, donc avec ce petit onglet, et qui permet aussi de définir des projets Rectify en poupée russe, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de documents, plutôt que de créer seulement un gros projet Rectify, on peut créer des petits projets élémentaires qui seront plus pratiques pour le travail au quotidien, mais tout de même composer un projet global qui nous permettra de faire des analyses d'impact sur l'ensemble des documents qu'on gère avec Rectify. Donc, cette même licence permet aussi de générer des notifications. Donc, comment ça se passe? Donc, au niveau de propriétés, donc des options, donc j'ai un onglet notification qui me permet donc de définir, soit via mon compte Outlook ou avec un utilisateur que je peux désigner ici, des notifications. Donc je peux définir, donc créer une nouvelle tâche. Donc j'avais déjà fait pour précédemment. Donc en définissant qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui doit déclencher de notifications.
Donc ici, j'ai différentes possibilités, donc différents types d'informations qui vont pouvoir être envoyées régulièrement, donc à un intervalle régulier, une certaine heure. Donc pour celui-ci, normalement il me propose, pourquoi la liste est vide. Normalement c'est là qui me propose si je veux l'envoyer tous les jours, toutes les semaines, et puis donc à quelle heure je veux l'envoyer. En définissant si c'est sur l'ensemble de mes projets ou sur tous les projets. Donc ça permet donc les deux choses. Donc soit j'envoie par mail et je peux aussi stocker le résultat dans un répertoire. Il y a aussi une nouvelle fonction depuis la version 2016 qui permet d'automatiser le suivi des changements en indiquant toujours dans les options du projet sur quelle catégorie de documents. Donc ça c'est les catégories par défaut, mais c'est des catégories que vous pourriez avoir personnalisées pour reprendre vos catégories de documents. Et vous allez pouvoir dire si sur modification du texte ou des attributs ou des liens de vos différents objets, vous voulez rajouter automatiquement des petites pastilles, donc des étiquettes. Et ces étiquettes donc ont la particularité, donc elles ont un commentaire qui sera donc visible quand vous allez les survoler. Donc dans la petite bulle d'aide, vous aurez un détail sur les modifications qui ont été apportées sur les éléments marqués. Vous avez aussi donc depuis la version 2015 une nouvelle vue qui est le Welcome Screen, qui permet donc d'une part de vous afficher les projets que vous avez accédé récemment et qui permet aussi un accès un peu plus structuré à la documentation et aux exemples. C'est cette vue donc, accueil en français dans lequel donc on retrouve la possibilité de créer des nouveaux projets ou d'en ouvrir. C'est la même chose que les boutons qui existaient déjà. Je visualise un certain nombre de projets, ceux que j'ai ouverts les plus récemment, et j'ai aussi, donc je vous disais, un accès un peu structuré aux ressources d'aide, donc avec les guides principaux, etc. Et puis, par exemple, pour je m'intéresse au Office Excel, un accès à la fois à la documentation qui concerne Excel et aux exemples, donc un accès rapide au projet exemple qui traite du cas Excel. Au niveau des outils, donc là, plus pour administrateur, donc j'ai un accès aussi à tous les outils qui sont un peu cross-projet, voilà, qui sont juste des raccourcis vers des choses qui existent par ailleurs dans les menus de Rectify. Cette vue. On a aussi eu l'apparition de la vue textuelle depuis la version 2015, donc qui permet, donc le but c'est de pouvoir faire une recherche rapide en ayant une vue globale des documents qui ont été analysés, donc sans avoir à retourner dans les documents sources. Donc les vues qui existaient précédemment, telles que telle que la vue mode couverture, donc elle permet pas d'avoir très facilement une vue d'ensemble de ce qu'il y a dans le document. Avec la vue textuelle, donc je vais avoir une vue un peu à la Word où je peux rapidement la parcourir et quand je vois quelque chose qui m'intéresse, la sélectionner. Et si, comme c'est le cas le plus souvent, c'est pas directement là que j'ai tout ce qu'il faut pour faire le travail que j'ai à faire,
en l'ayant sélectionné, si je change de vue, c'est l'objet qui reste sélectionné, et là, je peux analyser sa traçabilité, ses attributs, son texte, etc. Dans les points donc divers, il y a pêle-mêle, donc la possibilité maintenant de redéfinir le terme derived requirement, donc qui est issu de l'aéronautique et qui n'est pas forcément parlant pour d'autres industries. Autant de base pour Rectify, une exigence dérivée, c'est une exigence qui n'a pas d'exigence par an. Dans certaines industries, l'exigence dérivée, ce sera au contraire une exigence qui en raffine une. Donc on a possibilité maintenant, définissant dans un fichier rectify.ini, alors au niveau global, c'est chez rectify.ini qu'on peut définir soit dans l'installation de Rectify, soit dans les app data. Donc on va pouvoir définir le label qui nous plaît. Donc on a 3 variables à redéfinir. Bon, c'est ce que j'ai fait par exemple sur mon poste. Et maintenant, donc, à la place de me parler d'exigence dérivée, il me parle d'exigence orpheline, si c'est ce que je préfère. Donc pour faire ça, j'ai juste au niveau de mon Rectify.ini qui est dans mon app data. Défini la section donc telle que vous avez pu le voir, avec les informations qui me semblent les plus pertinentes. Donc là, c'est fait sur mon poste, ça pourrait être aussi fait de manière centralisée dans un fichier rectify.ini qui serait référencé via une variable on peut ici définir un chemin de configuration pour partager ces informations, de même qu'on pouvait déjà partager avec la même façon des modèles de rapport, des types d'analyse, etc. On avait aussi, certains de vous l'avaient constaté, quelque chose qui pouvait être trompeur. Donc au niveau du tableau de bord, dans les anciennes versions, on pouvait se retrouver avec un 100%, alors que ici, si on avait 350 exigences, qu'on en avait couvert 349, il n'hésitait pas à arrondir au plus près, donc éventuellement à 100, alors qu'on n'était pas tout à fait à 100. Donc maintenant, le 100, on ne pourra l'avoir que si on est réellement à 100%. Donc ça, on ne risque pas d'être trompé au niveau du tableau de bord. Donc ça, c'est depuis la version 2017 FD01. Au niveau de la vue graphique, donc depuis la dernière version 2018, on peut maintenant créer des liens un peu par drag and drop, comme on fait dans DORS par exemple, quand on utilise des fichiers de modification donc de type Rectify. Donc c'est une fonction que je vous rappelle que c'est peut-être pas connu de tous. Donc la notion de fichier de modification, sans doute que beaucoup d'entre vous la connaissent et peut-être l'utilisent. Donc elle est accessible de 2 façons différentes. Donc au niveau de mon modèle de données, sur un document principal, je peux ajouter un document de modification. Donc, ça peut être un fichier standard, donc un fichier Excel comme je l'ai fait pour STB, donc qui me permet d'avoir au final sur mes exigences des informations qui viennent de mon fichier Word, tel si je double-clique. Donc je vois que l'exigence, son identifiant, son titre, le texte, la date d'approbation, donc c'est des informations qui viennent du fichier Word, mais par exemple le statut, lui j'ai aucune information qui est ici, c'est normal parce que ça ne vient pas du fichier Word lui-même, mais d'un fichier Excel, donc j'ai rajouté sous forme de fichier de modification
avec un certain nombre d'attributs supplémentaires. Ça me permet d'avoir un fichier avec des informations à moi qui viennent s'ajouter à un cahier des charges, par exemple, dont je ne suis pas propriétaire. Donc ça, c'est la première manière d'ajouter un fichier de modification sur un document Rectify, mais je peux le faire aussi avec, donc, tel que je l'ai fait sur Archie. Donc j'ai aussi rajouté, sur Archie, j'ai aussi rajouté un fichier de modification, mais cette fois-ci avec un type d'analyse un peu particulier. Donc j'ai créé, quand j'ai créé mon type d'analyse, j'ai créé non pas un type d'analyse texte ou un type d'analyse XML, mais j'ai créé un type du troisième type, qui est un type d'information ajoutée. Et là, c'est un type donc, qui est prédéfini dans Rectify, donc qui va faire que les informations elles seront stockées dans un fichier XML. Donc, ces types d'analyse, leur particularité, c'est qu'ils n'ont aucune expression régulière attachée. Donc là, je déclarais par exemple un attribut maturité, un lien satisfies. Sur l'attribut maturité, j'ai simplement dit quelles étaient les valeurs autorisées. J'aurais pu ne rien renseigner, ça aurait été juste un champ texte libre. Et sur le lien, j'ai juste renseigné le fait que le nom du lien. Et le fait donc d'avoir rajouté ce fichier de modification, ça fait que je vais pouvoir, dans la vue tableur, positionner donc directement depuis Rectify les valeurs de l'attribut maturité et qui seront sauvegardées dans le fichier XML dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en l'occurrence donc ce fichier-là, qui a donc un format prédéfini par Rectify, où je vois que sur chaque exigence sur laquelle j'ai mis l'information, je peux rajouter un attribut maturité, et puis sur certains, même des références de type satisfied. Donc, là, je vous ai montré pour les attributs. Donc, si je reviens sur ce qui est nouveau maintenant depuis la version 2018, c'est que depuis le mode graphique, je peux créer aussi des liens. Donc, en plus des liens qui sont capturés dans les fichiers, je vais pouvoir, par drag and drop, donc si je définis, donc je prends le type satisfies que j'ai défini sur mon document Archie. J'ai cliqué dessus et je vais pouvoir dire que je veux créer un lien vers cette exigence. Et voilà, donc il m'a créé un lien, donc qui sera stocké dans ce fameux fichier XML. Donc qui, à la différence des autres, donc qui apparaissent en noir ou en rouge quand il y a une erreur dessus, mais bon, généralement en noir, lui il est en vert, ça me permet éventuellement aussi de le supprimer depuis ici, alors que les liens en noir, évidemment, je ne peux pas les supprimer, sauf à modifier les fichiers sources. Et là, si je reviens sur je ne voulais pas créer de lien, donc dans le mode couverture sur cet élément, au final, donc c'est un lien qui ressemble à tous les autres, que je pourrais utiliser dans les rapports comme n'importe quel autre lien, mais qui vient donc s'ajouter à des liens qui ont été capturés dans des fichiers. C'est une utilisation qui peut servir par exemple pour faire une sorte de what if. Donc j'ai une demande de modification, je ne veux pas pour l'instant prendre en compte ça dans les fichiers réels, mais je veux faire une petite analyse approfondie pour voir qu'est-ce que ça donnerait si j'appliquais la modification à mon référentiel de documents. Voilà. Quitte à terme reporter les modifications, si la demande de modification est acceptée, la reporter dans les documents réels. Donc voilà pour les drag and drop. Donc je peux, alors aussi dans ce qui existe depuis la version 2017, au passage, donc si je reviens dans la vue mode graphique, donc antérieurement à la version 2017, les liens n'étaient pas orientés, c'est-à-dire qu'on avait juste un trait, mais on ne savait pas dans quel sens c'était le lien. Donc maintenant, petite modification, on a la flèche pour indiquer le sens du lien. Aussi, donc depuis la version 2015 FD01, la possibilité d'afficher les attributs multivalués sur une seule ligne. Donc imaginons, je crois que c'est surtout dans le projet.
avec les attributs calculés. Donc sur design input, donc j'ai l'attribut allocation notamment, qui est un attribut multi-évalué. Donc anciennement, dans ce cas-là, j'avais autant d'occurrences de la valeur qui était affichée, ce qui prend de la place. Donc j'ai possibilité maintenant de définir au niveau des options d'affichage, demander à ce qu'ils s'affichent tous sur une même ligne pour avoir un affichage plus compact. Autre chose, donc vous avez peut-être pu voir au passage dans les vues projet, on a la possibilité de définir des annotations qui, donc depuis la 2016 FD01 est uniquement statique et depuis la 2017 FD01 peuvent aussi être dynamiques. Donc ces annotations vont nous permettre au niveau de notre modèle de données d'apporter un peu de sémantique. Donc par exemple, là j'ai regroupé dans des rectangles les documents que je considère de niveau user, ceux que je considère de niveau système. Donc ça, depuis la 2016 FD01, on peut créer ces petites zones de couleurs. Et depuis la version 2017 FD01, on peut faire que le texte, au lieu d'être purement statique, soit aussi dynamique. Ce qui permet de mettre en exergue, si on veut, les métriques importantes qu'on veut suivre, avec l'intérêt qu'elles seront mises à jour à chaque fois que mon projet sera réanalysé. Donc, comment ça se fait? Je vais donc sur mon projet annotation. Donc, au niveau de la définition de mon projet, je vais pouvoir d'une part donc définir, donc c'est ce petit bouton qui est présent depuis la version 2016 FD01, donc définir des annotations à la fois statiques et dynamiques. Donc si je définis un texte fixe, ce sera une annotation fixe, c'est ce que j'ai pu utiliser pour ces éléments-là. Donc j'ai quelques paramètres pour changer la forme, si je préfère le ovale, si je veux une autre couleur, donc je peux le définir ici. Si je veux que mon texte soit centré. Donc ça, c'est une annotation fixe. Et puis, je peux aussi définir ici une expression OT-script. Donc c'est la deuxième raison, en plus des attributs calculés, d'apprendre quelques rudiments de OT-script, donc qui est une façon donc très efficace d'enrichir Rectify pour aussi notamment rajouter des règles de contrôle de cohérence personnalisées. Et des rapports enrichis. Donc voilà pour les annotations, donc ce petite forme qui mixe du texte fixe et puis une expression OT-script qui me calcule un nombre de documents d'une certaine catégorie avec des résultats KO. Donc c'est elle qui au final me permet d'afficher dans le tableau de bord cette zone avec donc une métrique que je veux mettre en exergue et puis des sémantiques, plutôt des textes fixes autour de mes documents. On a aussi possibilité de définir des attributs de type date c'est-à-dire de spécifier un format quand je définis un attribut, ce qui va me permettre de à la fois dans les filtres d'avoir un calendrier qui m'est proposé pour sélectionner la valeur et aussi d'induire une règle de vérification de format. C'est-à-dire que si j'ai indiqué que dans ce que je capture, je veux que mes attributs ils aient le format jour, mois, donc mois sur 2 chiffres, année sur 4 chiffres, donc Rectify va automatiquement contrôler ce qui est présent dans les fichiers est correct. Donc le str2time, donc ça peut être un repère. Donc de la même façon que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'attribut GenDate qui me permettait de variabiliser les noms des rapports générés,
j'ai fait appel à ce format. Donc, si dans le programming guide, vous cherchez str2 time, vous allez trouver le tableau qui va vous rappeler tous les lettres qu'il faudra donc préfixer d'un dollar dans les formats de date, comme tout à l'heure, vous pouvez le faire pour définir un eurotattage dans les noms de fichiers générés. Donc, sur mon projet calculatrice, j'ai notamment défini un attribut date d'approbation. Donc cet attribut, j'ai indiqué qu'il avait un format qui est donc le nombre, enfin le numéro de jour sur 2 chiffres, un slash, le numéro de mois sur 2 chiffres, un slash, le numéro d'année sur 4 chiffres. Donc, faisant ça, ça va faire que automatiquement, donc là dans mon fichier, il y a quelqu'un qui a saisi une date de manière incorrecte avec des tirets au lieu de slash. Donc automatiquement, Rectify m'indique que la valeur d'attribut est incorrecte. Première chose. Et puis si je veux définir un filtre qui s'appuie sur ce champ date, et ben là, au moment de définir des valeurs, j'aurai, plutôt que le taper en dur, j'aurai un calendrier qui me sera proposé. Et donc là, si je regarde tout ce qui est supérieur au 15 mai, ben j'ai d'autres exigences qui ne respectent pas ce filtre qui sont masquées. Donc voilà pour les petites nouveautés diverses. Au niveau des intégrations, donc depuis la version 2017, on a le support officiel de Windows 10. Je ne sais pas qu'avant ça n'aurait pas fonctionné, mais au moins là c'est officiel, ainsi que celui de Office 2016, donc qui est supporté officiellement depuis la version 2017 FD01. On a aussi donc un connecteur OneDrive donc, qui va permettre, moi j'ai par exemple un OneDrive dans lequel donc un partage de fichiers. Si vous devez travailler avec différents clients, vous pouvez, donc des clients ou fournisseurs, vous pouvez utiliser votre OneDrive pour partager des fichiers qui sont mis à jour, donc, qui soit sont mis à jour chez vous, mis à disposition des autres ou créés par d'autres dont vous avez besoin pour votre traçabilité. Et donc, on va pouvoir maintenant, dans le projet, donc déclarer un document, donc lui attribuer un style comme d'habitude, mais aller le chercher non pas sur le système de fichiers, mais sur OneDrive, ce qui fait que quand je vais le rechercher, au lieu de m'afficher l'explorateur de fichiers habituel, il va m'ouvrir, donc il faut que je me serai connecté, puisque évidemment un contrôle d'accès, il va m'afficher le contenu de mon OneDrive, et donc possibilité d'aller chercher le fichier STB calculatrice, donc qui correspond au même fichier que celui-ci. Mais au lieu d'être en local, il est cette fois-ci partagé. Donc là, j'aurai les mêmes choses que dans STB, mais que je serai allé chercher sur mon OneDrive. Possibilité aussi, hein, c'est pas dans l'ordre, donc d'aller chercher des informations dans un zip ou aussi dans un référentiel Git, donc un outil de gestion de version qui est de plus en plus utilisé. Donc depuis la 2017 FD01, on pouvait aller chercher les fichiers dans la latest branche. Depuis la 2018, on peut en plus spécifier une branche autre que la latest. On a aussi, pour ceux d'entre vous qui utilisent des fichiers CATIA V5, possibilité maintenant de faire de la traçabilité vers vos fichiers CAO préférés, donc pour tracer des pièces avec des exigences, des tests, etc.
On a aussi on a un outil de gestion d'exigence qui est de plus en plus populaire qui s'appelle JAMA. Donc depuis la version 2015 FD01, Rectify permet donc de lire les objets JAMA, ce qui permet donc de connecter, d'avoir une vue de traçabilité globale entre des choses qui seraient dans JAMA et des choses qui seraient dans Word, Excel, Doors, etc. La même chose dans ProjectWise, qui est une outil de gestion documentaire, donc depuis la version 2018. Depuis, donc pour TestLink, un petit aussi de gestion de tests assez populaire, donc on a possibilité, depuis la version 2015, d'analyser des fichiers exportés depuis TestLink, et depuis la version 2016, d'aller directement lire les informations dans la base TestLink, donc sans avoir besoin de faire un export. On a aussi, depuis la version 2016, le support de, alors non pas Readmine, mais Redmine, petite coquille. Donc voilà pour les intégrations générales. Et pour finir, les intégrations avec la 3D Experience, donc qui est l'outil PLM de Dassault Systèmes, qui va être donc l'outil qui permet à la fois de gérer des projets, gérer des exigences, des tests, des simulations, des listes de pièces, des réclamations sur des pièces. Et donc on va pouvoir, depuis Rectify, avoir une vue de traçabilité avec des éléments qui sont stockés dans la plateforme. On va pouvoir, donc on a trois cas d'utilisation principaux. Le premier cas, c'est de pouvoir, depuis Rectify, analyser des documents qui seraient stockés dans la base de données Novia. Donc c'est le cas où on utiliserait cette base de données comme un outil de gestion documentaire. Donc, parce que l'intérêt de Novia ou 3D Experience maintenant, c'est de permettre la gestion des cycles de vie des documents, savoir s'ils sont en cours de rédaction, s'ils sont approuvés, s'ils sont réalisés, les liés à de la gestion de projet, dire que tel document, c'est le livrable de telle tâche. Donc toutes les fonctions Novia, on va pouvoir l'utiliser sur les documents, et au final, utiliser Rectify pour ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire l'analyse de traçabilité. Le deuxième cas, c'est que Novia lui-même permet de gérer des exigences là, sous forme base de données, c'est pas plus document, donc on va avoir des objets exigences dans la base de données. Et ça aussi, depuis Rectify, on pourra créer un projet qui analyse des données Novia ou des données fichiers ou un mixte des deux et assurer une traçabilité globale. Et le cas numéro 3, c'est que les projets Rectify eux-mêmes, donc plutôt que de les gérer en conf dans une subversion, dans un Git, si on utilise 3D Experience pour stocker ces données, on pourra aussi l'utiliser pour stocker les projets Rectify. Donc le cas numéro 1, c'est donc quand je vais déclarer des documents, je pourrais indiquer, donc comme je l'ai fait tout à l'heure pour OneDrive, que mon document il est stocké non pas sur mon système de fichiers, mais dans une base Enovia, et donc aller chercher ce fichier-là à l'endroit où il est. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple ici, là dans mon projet. Mon cahier des charges ici, c'est ni plus ni moins que le document STV là qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il n'est pas cette fois-ci sur mon système de fichiers. J'ai été le chercher là où il est stocké dans un certain projet de la base Enovia et dans le répertoire Design Input Spécification. Donc quand on définit un fichier, on a soit on peut référencer le fichier lui-même, soit aller chercher des versions précises. Donc là, il a déjà été réalisé en version 1, version 2. Donc là, je peux référencer la version courante et là, une version réalisée précise. Ça, c'est pour le cas des fichiers stockés dans Enovia. Le deuxième cas, donc, c'est des données, les référencer des données Enovia. Donc, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Donc, il y a une spécification d'exigence qui s'appelle URS1. Là, donc, je vais associer un type d'analyse particulier qui est disponible en standard, que je peux personnaliser, mais là, j'ai utilisé le type de base. Et là, encore une fois, je vais aller chercher dans ma base Enovia, cette fois-ci non plus un fichier, mais un objet qui s'appelle Requirement Specification, donc il y a un container que je peux vous montrer ici. Donc c'est ce conteneur qui contient des exigences, aussi des chapitres, des exigences qui à la racine, d'autres qui sont structurées dans
des chapitres. Donc là, c'est vraiment des objets Enovia exigences qui sont gérés dans la base. Et dans Rectify, donc lui, il me permettra de visualiser le contenu de cet objet sous forme d'exigences ou de chapitres qui contiennent des exigences avec les attributs qui ont été saisis dessus. Et une fois que c'est dans Rectify, c'est un objet comme un autre, hein, je peux gérer sa traçabilité, l'exporter, avoir des règles de contrôle de cohérence dessus. Et pour finir, donc l'use numéro 3, c'est la possibilité dans Rectify de gérer, donc, dans Enovia, de gérer les projets Rectify. Donc j'ai une vue particulière dans Rectify qui me permet de gérer mes projets Enovia, donc dans lequel je vais retrouver le contenu de ma base. Donc au final, en passage, j'en ai encore le projet calculatrice et je vais pouvoir créer en plus, donc comme je l'ai déjà fait ici, donc j'ai juste créé un nouveau projet de traçabilité. Donc je crée un projet Rectify, sauf que la différence c'est qu'il est stocké dans la base Enovia. Je vais pouvoir l'éditer, le compléter avec les documents. Avant de pouvoir faire ça, il faudrait que j'ai une fois que j'aurai verrouillé, donc je fais un check-out, je le modifie comme un projet normal. La différence, c'est qu'il est stocké dans Enovia et géré en configuration dans Enovia. Donc voilà pour cette présentation d'ensemble. Donc là sur Enovia, donc c'est un autre outil hein, qu'on distribue. Si vous avez besoin de présentations plus détaillées sur ce que ça fait, là, on reste ouvert à vos demandes, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des présentations plus détaillées au niveau donc, de ce que ça permet en termes de gestion de projet, gestion de dashboard, gestion de cycle de vie des objets, donc des fonctions très bien intégrées dans cette plateforme. Donc j'en ai fini pour la présentation, donc s'il y a des questions, ça peut être le moment de les poser, soit par écrit ou par